La première fois que j'étais au restaurant, je devais avoir 16 ans ou 17 ans, quoi. Et tu sais, dans les quartiers, on te disait souvent, faut travailler à l'école. Sauf que on te donne pas la méthode. Parce qu'eux ne la connaissent pas. Moi, je suis un libéral. Je crois plus dans le pouvoir, dans la force du marché que dans la force de l'État. Et je ne crois pas du tout à l'État stratège. Mais ça veut dire que demain, on a des tarés au gouvernement. Mais qu'est-ce qui va se passer si on continue avec ce fonctionnement-là où c'est l'État qui dicte l'investissement, qui dicte la feuille de route et qui se charge de tout? Tant qu'on a des gens à peu près câblés au pouvoir, ça va. Mais le jour où tu as des gens qui sont plus câblés, comme Trump par exemple aux États-Unis, je pense qu'il y a eu une propagande pro-entrepreneuriale dans les écoles, dans les hautes écoles. Moi, je crois pas du tout à cette histoire de smart money. Il y avait des gens qui étaient sur un perchoir à la piscine. Je me dis que ce que j'ai fait, c'est que je les ai poussés pour qu'ils plongent. Et ça, c'est une connerie. Hello Carlos. Salut Pierre. Merci beaucoup d'être là. Bah non, c'est un plaisir. Moi, je suis toujours super... reconnaissant des gens qui m'invitent dans leur podcast. En fait, ça s'est un peu profilé et organisé un peu par hasard. J'ai eu vent que tu étais à Paris. Ouais. On a pu essayer de caler les agendas. Ouais. Et c'est un plaisir parce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont de ma génération, je pense que tu as été un peu un exemple pour beaucoup de gens. En tout cas, quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Ah ouais? Et pour moi, c'est une grande fierté parce que quand j'ai commencé, on en parlait un petit peu dehors dans le froid. Bon, il fait pas si froid que ça, j'abuse un peu. Ça va. On parlait de ça et je disais, quand j'ai lancé le podcast, je connaissais aucun créateur de contenu sur la tech. Et je pense que tu es un des premiers à qui j'écoutais vraiment ton contenu et tout ce que tu as fait et aussi l'évolution de ton contenu, mais je pense qu'on en parlera. Ouais. Et donc, c'est un grand honneur, franchement, Carlos, de t'avoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être là, Pierre. Je suis ravi. J'explique souvent que je dis rarement non aux interviews. Bien évidemment, je vais regarder qui tu es, je vais regarder le contenu que tu fais. Si vraiment ça correspond pas du tout à ce que je fais ou à ce que si je me sens pas à l'aise, je le dirai. Mais par exemple, je m'en fous complètement du nombre de subscribers, du nombre de vues, de trucs comme ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y a plein de gens qui m'ont dit non. Et je pense qu'on est là aussi pour s'entraider. Et donc voilà quoi, je suis très ravi d'être là. Merci beaucoup Carlos. C'est vrai que c'est un sujet de trouver ses invités, d'essayer de le faire, de comprendre et comment on déroule une interview. C'est un vrai travail et des fois les gens se rendent pas vraiment compte de tout ce que ça... C'est un énorme boulot. Ce que ça coûte. Les gens ils pensent que quand on fait un podcast, en gros, c'est le temps de production. Ils oublient complètement toute la préparation. Et puis ensuite il y a la post-production et puis ensuite il y a la distribution du contenu, puis la promotion, voire la monétisation. Donc oui, là, cette partie-là qu'on fait, c'est la récré, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le côté fun, quoi. Et c'est un des meilleurs moments. Ouais, aussi. c'est un des meilleurs moments, ouais. C'est vrai. Carlos, si on reprend vraiment la genèse, on en parlait aussi dehors. Ouais. Et il y a un truc qui m'a marqué parce que pour toutes les personnes qui t'ont écouté et qui ont écouté que tu venais de Limoges, ça paraît peut-être Improbable. anodin pour tout le monde, improbable. Et en même temps, c'est le point qui m'a... Je vais pas te dire qui m'a réconforté, mais qui m'a touché chez toi. Ouais, parce que toi, tu viens de Dijon. Voilà, je viens de Dijon. Ouais. Et quand on disait ça, c'est se dire, t'as l'impression quand tu montes les premiers temps à Paris, que t'es un petit peu enfermé. T'as Paris et une muraille qui sépare les gens de la province, mais aussi bien dans l'écosystème tech, même si peut-être qu'on y reviendra, mais ça se tend à se développer. Carlos, si on devait revenir à qui tu étais, je dirais plus petit, voire enfant, ado, comment tu te définirais? Alors, c'est intéressant parce que on en a parlé juste avant là, l'interview, et c'est vrai que c'est des questions que je me suis plus posées depuis très longtemps, ou que je me pose, je sais même pas si je me les suis déjà posées. Alors moi, je viens de Limoges. Je suis effectivement, je suis né à Limoges, mais je suis d'origine espagnole. Mes deux parents sont d'origine espagnole. Ma mère s'appelle Dolores, mon père Felipe. Et ma famille vient de Catalogne, près de Barcelone, de Tarragone. Donc, j'ai été élevé dans un milieu social plutôt modeste. Mon père, en tant que bon immigré, a travaillé dans le bâtiment. Et on a vécu en HLM jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Je n'ai pas du tout été... je ne veux pas faire de misérabilisme. Ouais, bien sûr. Hein. J'ai pas du tout été malheureux, j'ai jamais manqué de rien, j'ai eu une enfance très heureuse, mais
une enfance où, bon, bah voilà, quoi, on faisait attention. J'ai Par exemple, ça paraît débile de dire ça, mais je pense que la première fois que j'étais au restaurant, je devais avoir 16 ans ou 17 ans, quoi. Ouais. Voilà. Tu jamais, Non, c'était pas le classique, repas du dimanche au non, resto, et je me rappelle, il y a eu un moment où mon père, quand il est devenu artisan, qui s'est un peu libéré et devenu son propre patron. heu, il y a eu un moment où on allait manger à la cafette de Euromarché. OK. Une sorte de flunch, tu vois? Les dimanches, et ouais, c'était vraiment le truc un peu, voilà. Il y avait des frites à volonté, des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais, le vrai flunch, Le quoi, ouais. flunch avec, Ouais. je me rappelle le jambon, tu vois? Mais c'était, voilà, mais je manquais pas, j'ai jamais mes parents sont, beaucoup sacrifiés, pour moi. Bon, le truc, c'est que, quand mes copains, parce que j'ai passé, l'école primaire et le collège dans les quartiers, dans des écoles de quartiers très D'accord. populaires, et Dans des zones urbaines prioritaires ou ouais, ouais, enfin ouais, normal, quoi, normal, tu vois? OK. Hem et puis au lycée, je suis allé au lycée Léonard Limosin à Limoges, qui était plutôt un lycée de Bourges. OK. Heu, Ouais, c'était son lycée de secteur ou tu es arrivé non, à c'est ma mère qui a voulu, justement, je pense, casser un peu le déterminisme social et me confronter à cet autre, oui, milieu. ouais, Hem et là, ça a été véritablement un choc, quoi. ouais, je vois Ouais, et c'est quoi ce choc que tu décris? Parce que c'est vrai que, hem, on le voit ici en province, ouais, je veux dire, dans des petites villes, c'est loin de ce que la réalité de quand tu viens à Paris. Moi, quand je suis ouais, arrivé à la première fois, j'ai habité ici aux alentours de la vingtaine d'années. mmh, Donc je suis arrivé vers 21-22 ans. ouais, Les 6 premiers mois ont été très, très durs pour moi. ouais. Moi, Surtout ouais. et toi, tu l'as vécu peut-être un peu plus jeune, d'une autre Non, manière. mais attends, mais moi, je crois que j'ai été pour la première fois à Paris de ma vie, je devais avoir, ouais, une vingtaine d'années. Ouais. Heu À part, en voyage, tu vois, scolaire ou des trucs comme ça, Et tu mais allais peut-être en Espagne quand même, avec ta famille? Tu avais peut-être la ah oui, famille oui, historique? Ouais, je ça c'était passais, le tous mes tous les étés étés, en ouais. Espagne, Comme quoi, les tu familles vois? portugaises un petit Ouais, peu. J'ai des exactement, copains, ils font c'est pas comme ça, les ils passent, Algériens, ils partaient au bled et nous, on partait en Espagne, quand on ouais, s'arrêtait juste avant, mais c'était à peu près la même transhumance, tu ouais. vois? C'était à peu près le même convoi. Parce que moi, dans les quartiers, j'avais des potes, algériens, marocains, je les voyais partir avec leur bagnole, Surchargé. surchargée, et Le frigo nous, sur le toit, ouais, voilà, et nous, bah, c'était un peu la même chose, sauf qu'on avait moins de poids dans la bagnole, quoi, ouais. mais c'était à peu près la même chose, et mes parents m'envoyaient, bah, si, j'ai fait les colonies de vacances, des trucs comme ça, offerts par la ville, enfin, en grande partie, Ouais. mais sinon je partais en Espagne et j'allais dans ma famille. On me larguait là-bas, fin juin ou début juillet, et puis je rentrais, fin août, début septembre, Ouais. et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris l'espagnol, à parler Ouais. espagnol, parce que, mes grands-parents, maternels qui étaient en France, mon grand-père est arrivé en France avec la guerre d'Espagne parce que c'était un anarchiste, catalan, qui a fait qui a fait la guerre d'Espagne jusqu'à la chute de Barcelone en 39. Il y avait une vraie volonté, d'abord il y avait un rejet de l'Espagne qui était encore franquiste, hein, Ouais. et puis il y avait une vraie volonté d'intégration. On parlait français, à la maison, heu, C'était voilà. très ancré. Mais il y avait une culture, elle était quand même, on reniait pas du tout la culture espagnole, mais quand on était en France, on se comportait de façon très française et on Ouais. parlait le français, même si mon père n'a jamais très, très bien parlé, enfin, il a un accent, Ouais. coupé au couteau, et C'est un cetera. sujet qu'on évoquait là, il y a Mmh. quelques semaines, Mmh. avec Graphie qui a confondé, PNY, je sais pas si tu connais les Non. burgers, qui est sri-lankaise, d'origine Mmh. sri-lankaise D'accord. et OK. qui expliquait un petit peu ce rapport à la culture, Ouais. ses parents parlaient quasiment pas français Mmh. et donc elle avait un rapport, à la littérature, beaucoup lire, à apprendre Mmh. correctement l'orthographe. Très important pour elle parce Mmh. qu'en gros ses parents ne maîtrisaient pas Bien, correctement la langue. en fait, il y a un truc, assez intéressant dans les quartiers. J'en parle parce que là, le prochain festin il sortira certainement avant peut-être ton podcast. J'ai voulu exactement faire ça. J'ai réuni des entrepreneurs qui viennent tous des quartiers, et il y avait notamment Ibra, tu parles de burger, Ouais. Ibra TV,
Ouais, bien sûr. qui était là, qui lui est d'origine Ishgun, je crois, mais tchétchène, quoi, en Ouais. gros, quoi, et qui est un grand influenceur et grand youtubeur et maintenant entrepreneur avec Black and White Burger, un Oui. énorme carton. Et il disait ça, il disait la même chose, il disait, il y avait Stéphanie Delest, il y avait plein de gens super intéressants. Et tu sais, dans les quartiers, on te disait souvent: «Il faut travailler à l'école». Tu vois? Mais comme si c'était, vraiment une sorte d'injonction comme ça, hem, sauf que, on te donne pas la méthode parce qu'eux ne la connaissent pas. Heu, Quand tu dis ça, c'est les enseignants eux-mêmes? non, tes Tes parents, parents? tes OK. parents te disent: «Il faut travailler à l'école». OK, mais on travaille comment, quoi, tu vois? Ouais. Eux, des devoirs, ils en ont jamais fait, tout ça. Moi, j'ai eu la chance, que ma mère, m'ait apporté la méthode parce qu'elle, elle est née en France, d'origine espagnole, mais née en France, Elle et connaissait le système. elle connaissait un peu le système. En tout cas, elle comprenait le système, et donc elle m'a apporté, la méthode Oui. de travail. Heu, Mes copains, mes copines, ils étaient, 9 à la maison, avec des parents illettrés, qui disaient la même chose que mes parents: «Faut travailler à l'école», sauf on leur donnait pas la méthode, Ouais. et donc bah, c'était plus difficile, bien évidemment. C'est le système scolaire français, heu, c'est un système qui est plutôt élitiste et qui est fait, pour la bourgeoisie. Ouais. Pour les gens qui comprennent. Bah oui, pour les gens qui Parce que moi, tu comprennent. vois, j'ai découvert très tard, je pense que j'avais 17 ans, Mmh. quand j'ai découvert la classe préparatoire. Donc en gros, il m'a Ouais, fallu 1 an, juste avant que j'ai ce choix-là à faire. ouais. Et quand je me rends compte un petit peu des différences, mais on va se le dire, concrètement, c'est la classe sociale qui détermine Mmh. en partie ce que tu vas devenir, Mmh. la manière dont on le vit. Et quand j'évoque ce sujet-là avec pas mal de gens de mon entourage, maintenant que je suis dans le milieu de l'investissement, du VC, c'est vrai Mmh. que j'ai pas forcément le même profil que mes compères. Mmh. Donc c'est pas forcément très, très grave en soi, Mmh. hein, puisque je trouve que c'est cette Non, enfin, diversité-là qui fait la richesse aussi du ouais, parcours. ouais, mais ça, c'est les belles paroles, mais dans la réalité, ça marche pas du tout comme ça, et tu sais très bien, Ouais, en fait. Il y a une sorte de, hem, comment dire? De reproduction, des biais et des modèles, enfin, à Paris, moi, je lutte énormément dans mes podcasts, j'en parle sans cesse, tu regardes, la French Tech et les statistiques, démographiques de la French Tech, putain, s'il y a pas un biais, merde, je sais pas où est-ce ouais, qu'il est, quoi, tu vois? Tu vois, on stigmatise les quartiers en disant, machin, en agitant des statistiques, mais on pourrait faire la même chose avec la French Tech, hein, parce ouais. que c'est quand même du mâle, blanc, tu vois, sorti des quartiers ouest parisiens, des grandes écoles, machin, nanana, nanana. Ça ressemble quand même vachement à ça, quoi. Il y a pas beaucoup de diversité, et chez les VC, N'en parlons pas. n'en C'est parlons un pas. sujet qu'on va traiter un peu plus tard Ouais. parce que ce qui est hyper intéressant dans ton style en tout cas et dans ce que tu es aujourd'hui, Mmh. c'est un peu cette dualité journaliste, éditorialiste. Mmh. Tu préciseras parce Ouais. que Ouais. c'est un vrai sujet. Mmh. Hem et tu as fait des études littéraires Ouais, mais j'ai pas et eu le choix, hein. OK, et c'est ça pourquoi en fait? J'ai vu ton profil et moi Ouais. je te connais, en fait, je t'ai pas né quand tu avais lancé tes premières boîtes. Ouais. Et donc moi en fait je t'ai connu un peu comme le Carlos, média, Ouais. le Carlos qui Oui, c'est crée vrai. du contenu Ouais, on et m'a pas le Carlos vraiment entrepreneur. l'entrepreneur. Pourtant tu es entrepreneur parce que Bah oui. tu as une équipe, tu gères et tu as Non, 50 000 projets à côté. j'avais des entreprises avant avec des centaines de salariés, Ouais, c'est ça. Mais mais c'est vrai je t'ai que pas connu comme non, ça. mais j'ai commencé très tôt. Comme tu dis, ma première boîte, c'était en 97. Tu étais pas né, quoi. Ouais, Donc voilà, quoi. Je sais pas, tu es né en quoi? je suis né 2000, 2000, ouais, voilà, en 2000. voilà. Donc forcément, tu connais pas. Tu te rends compte, tu avais moins 3 ans quand j'ai monté ma boîte. C'est ça, ouais, moins 3 ans. Moins 3 Mais ans. c'est assez fou de le Donc dire. voilà, c'est bon, et d'ailleurs, c'est intéressant ça, parce que ça aussi, je me bats contre ça, parce que Macron essaye de faire, croire que c'est lui qui a inventé la tech en France. Mais bullshit, quoi. Ouais. Il y avait des entrepreneurs tech, avant Emmanuel Macron, Mais est-ce qu'il et a d'ailleurs, pas c'est une très bonne contribué? nouvelle. Mais il a pas contribué Mais à bien sûr créer. que mais merci, Ouais. heureusement, quoi, en fait, tu vois? Merci de l'avoir fait, mais en fait, en job, c'est comme si tu dis: «Est-ce qu'un boulanger a pas contribué à faire du pain?» En Bah, soi, ouais, oui. bah, en soi, super, c'est ton boulot, quoi, tu vois? Donc il a fait son job, mais il n'a pas créé ce truc-là, et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce que comme il va se barrer, la tech va continuer, Est-ce qu'elle va pas souffrir de son départ? pas du tout. OK. Mais non, ça c'est comme dire, est-ce que les artistes ont souffert, de la fin de la vente des disques?
Bah, ça a été dur, c'est une Ouais. transition, mais il y a toujours de la musique. Non, mais Alors tu as ils eu sont des cycles, retour tu eu des cycles économiques. Si je prends par exemple la fintech, ouais. le crack financier Mmh. 2008-2009 Mmh. a fait partir un certain nombre Ouais. de personnes très bien placées dans des banques Mmh. qui se sont créées ou qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc la question que je voulais te poser, c'est plutôt de se dire, bah, avec les initiatives qu'il y a eu, je dirais le cadre qui a été fixé ou en tout cas, ce qui a été mis en place pour favoriser Mmh. l'effervescence de cet écosystème-là, Mmh. est-ce que, si tu as pas quelqu'un de plus moteur en France, ça peut marcher? Bah, alors d'abord, je ne sais pas, c'est est-ce que ceux qui viendront après, seront moteurs ou pas moteurs? Je comprends, effectivement qu'on puisse se poser la question, hem, moi je moi je suis un libéral, OK? Je crois plus dans le pouvoir, dans la force du marché que dans la force de l'État et je ne crois pas du tout à l'État stratège. D'accord. Et donc est-ce Hem, que tu crois à tout ce qui peut être, bons publics d'investissement, subventions, et Bah, je pense cetera? que c'est un mal nécessaire. D'accord. Je pense que on ne pouvait pas faire autrement. Et pourquoi alors? Bah, parce que la France est faite comme ça, parce qu'on n'a pas non plus les capitaux privés et on n'a pas de retraite par capitalisation, on n'a pas d'hedge fund, des fonds de pension, des choses comme ça pour investir, pour que le privé fasse son job. Mais c'est malheureux, c'est ça qu'il faut changer et donc l'État est obligé de se substituer, à l'absence du privé. Mais c'est regrettable parce que ça crée un système et un modèle qui n'est pas vertueux. Parce que les incentives, de ces gens-là, Elles sont pas bonnes? bah, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est elles ne sont pas, seulement économiques. Ouais, Elles sont politiques. Ce sont des incentives aussi politiques et c'est normal. C'est voilà et aussi le rythme. C'est-à-dire que en faisant ça, tu obliges l'entrepreneuriat à une certaine proximité avec le pouvoir, nécessaire, parce que c'est l'État qui définit les sujets, c'est l'État qui finance, c'est l'État qui récompense, c'est l'État qui souvent est même le 1er client de ces startups-là et donc tu obliges une connivence avec l'État et tu obliges aussi un rythme parce que l'État, il est dicté par l'administration et que donc l'entrepreneur se met au pas de ouais, l'administration et va à la vitesse de bien l'administration. sûr. Et quand tu dis ça parce que au final le sous-jacent, c'est les humains derrière qui créent ces projets-là. Mmh. Et tu parles de financement, d'État qui guide et qui Mmh. flèche ces financements. En ce moment, c'est la défense en réalité, Bah, on va voilà. pas se mentir. Mais il y a 2 ans, on nous bassinait avec, l'impact, le Ouais, climat et tout le bien bordel sûr. et qu'il y a eu tout un tas de fonds qui sont créés sur, Article 9, l'article ouais. 9, machin et cetera et puis, tout d'un coup, ah ben non, voilà. Pourtant, ils étaient quand on lisait, hein, c'était génial, il y avait vraiment des trucs incroyables à faire et tout ça et maintenant c'est Il fini. y a pas mal de fonds qui ont profité de ces opportunités, qui étaient des fonds, Ouais, tech, ouais, qui sont native devenus, et qui sont devenus des tout articles d'un 9. coup, des écolos, investisseurs, qui, allaient financer, plein de projets comme ça et puis maintenant, maintenant c'est des militaires. Ouais, bien sûr. Et quand tu non mais tu Non mais sais c'est non mais dingue c'est assez et ouais, c'est ça sûr. ne Et les répond équipes n'ont pas forcément changé et d'ailleurs. les équipes n'ont pas changé Ouais. et ce qui est dingue, c'est que quand tu te dis: «Mais où est la vision?» Si ce n'est je comprends, d'où vient, heu, l'injonction, elle est gouvernementale, Ouais. mais alors bon, je suis critique de Macron, mais bon, ça reste quand même un personnage, à peu près câblé. Mais ça veut dire que demain, on a des tarés au gouvernement, ce qui est probable, hein, tu vois? Il y a quand même Statistiquement, on peut avoir certaines craintes, quoi, tu vois? bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous raconter quoi? Si on continue avec ce fonctionnement-là où c'est l'État qui dicte, heu, l'investissement, qui dicte la feuille de route et qui, se charge de tout, tant qu'on a des gens à peu près câblés au pouvoir, ça va. Mais le jour où tu as des gens qui sont plus câblés, comme Trump par exemple aux Ouais, États-Unis, là c'est plus tout d'un coup tu compliqué. peux voilà. Donc c'est pour ça que quand moi je m'insurge et quand je dis ça, on dit: «Ouais, il est chiant, nanana, nanana». Mais, réfléchissez à l'étape d'après. Ouais.
et à la menace qui pèse sur nous. Là, tu parles vraiment de en haut de la pyramide, donc le gouvernement français, mais en réalité, tu as aussi, des entrepreneurs et il y a un d'ici que j'adore, je lui ai jamais parlé ou si une fois en vrai, il s'appelle Pierre Entremont. Bah, c'est le meilleur VC de la place de Paris. Et je l'ai Early stage. rencontré, je lui ai Non, dit bien que je sûr, l'adorais, bien on a sûr. parlé, Ouais. 10 secondes. Bah, si tu veux, je lui demanderai de venir. Ouais et en fait, C'est un très bon j'écoute ami. tous ses podcasts Ouais. et en fait, le système, tu vois, il a quand même il parle beaucoup d'unique insight, il parle de profils neurodivergents. Mais Il il a parle raison. de vraies personnes qui sont, Ouais. je dirais, habitées par un projet Mmh. et quand je te posais la question sur toutes les aides publiques qu'on peut avoir, Mmh. la question en France, c'est: est-ce que les personnes, au final, elles se lancent pour les bonnes raisons? Mais non, Elles se lancent pour les mauvaises raisons, selon bien toi? sûr, parce qu'il y a une opportunité L'opportu elle se lance parce que mais je sais pas, le truc, c'est que je n'arrive pas à déterminer encore si c'est conscient ou inconscient. Est-ce que c'est pas subi? Bah, je sais pas. Tu En vois, fait, je me plais pas dans mon non, boulot, bah, j'entreprends, j'ai n le chômage, non, non. entrepreneurial. Je sais pas, vraie question. Je pense qu'il y a eu une propagande pro-entrepreneuriale dans les écoles, dans les hautes écoles. Moi, à mon époque, ce qui était cool, c'était d'être guitariste dans un groupe de rock. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est de monter une start-up. Et dans la tech aussi. Et dans la tech. Et donc ça, je pense que c'est parce qu'il y a eu une propagande, qui, a essayé, de convaincre, nos élites, heu, au sein des écoles de commerce, d'ingénierie, y compris de sociologie ou de sciences politiques, de monter des startups parce que c'était cool et surtout on leur a expliqué que c'était cool et qu'il n'y avait rien de sacrificiel, c'est-à-dire qu'on allait les aider et cetera. Sauf qu'on a aidé une catégorie bien particulière de gens. Laquelle? Bah, ces gens qui sont dans ces écoles, plutôt supérieures et on sait que ceux qui atteignent ces écoles-là sont, en règle générale, des privilégiés parce que, c'est tellement dur de rentrer dans ces trucs-là que, vraiment, il faut avoir eu, un cadre social, un accompagnement, un niveau et cetera et que c'est plutôt, Et l'accès à l'information surtout. un accès à l'information et puis aussi une confiance en soi, Ouais. pour s'autoriser ce genre de choses-là. Quand ton père a déjà fait ou ta mère a déjà fait cette école avant, tu te dis: «Bah, je suis dans la lignée, quoi», tu vois? Donc voilà, quand ton père est plâtrier ou ta mère est vendeuse aux Galeries C'est Lafayette, pas tes priorités. c'est pas que c'est pas tes priorités, Et c'est tu que tu connais te dis: pas? «C'est pas fait pour moi», quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon, donc il faut dépasser, sa condition, quoi, Ouais. tu vois? Déjà des trucs comme ça. Ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a une opportunité. Est-ce qu'ils sont conscients que cette opportunité leur est offerte, donc de créer des boîtes dans ces trucs-là, ou est-ce que c'est de façon, naturelle, tu vois? Je pense aussi que ce sont des gens qui, je fais des généralités, mais statistiquement, j'ai raison. Je dis pas que c'est 100 mais une majorité, de ces entrepreneurs, ces dernières années qui sortent de ce milieu social-là, le risque est nul pour Pour eux. eux? Le risque est absolument nul. Ils ont un super diplôme, Ouais. on leur donne l'argent pour le faire, et si ça marche pas, Ils pourront dire qu'ils ont essayé de monter bah, ouais, quelque parce que chose. et de toute façon, c'était C'est ç cool. Ouais. Voilà, donc c'est reconnu comme cool par le groupe social et puis de toute façon, ils ont un réseau, naturel qui leur vient de leur école ou de leur milieu social et en faisant ça, ils ont renforcé ce réseau-là, donc ils vont trouver du job ailleurs. Assez facilement. Donc il y a absolument aucun risque. Donc quand tu enlèves la partie sacrificielle et le risque, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut fabriquer un entrepreneur. Tu parlais, un petit peu et on parlait de ça, en off tout à l'heure, Mmh. des États-Unis. Ouais. C'est un pays, qui est à la fois, je dirais captivant et quand tu commences et que tu as peu d'informations au début, Mmh. on te dit: «Il faut aller là-bas, il faut voir ce qui se Non, passe». non, moi je suis En pas tout cas, moi, ça on m'a dit: «Non, mais c'est super, la Silicon Valley, c'est génial». ouais. Hem et la question que je te pose ici, c'est que, si on fait le parallèle avec les boîtes françaises, Mmh. là-bas, il y a pas d'aide, quoi. C'est-à-dire, c'est toi, tu te lances du 0, jour au lendemain, c'est rien. 0. Est-ce que dans ces conditions-là de Oui, marché, oui. celles où tu crées from scratch et tu n'as rien, Mmh. c'est le meilleur moyen de monter des boîtes à succès? C'est une super question, hein. Bah, là encore une fois, si on regarde statistiquement, hem, d'où viennent les sociétés, technologiques, valorisées, des dizaines, voire des centaines de milliards? De là-bas. Alors, est-ce qu'il y a pas une relation,
de cause à effet, on peut se poser la question légitimement. Alors je sais bien, on va dire: «Oui, mais il y a plus d'argent». Enfin bon, moi je trouve qu'on a mis quand même beaucoup d'argent aussi, dans la tech française quand même, depuis ces dernières années. C'est, plusieurs dizaines, peut-être proche de 100 milliards quoi en fait qui a été investi, dans la tech en France. Donc c'est pas on n'est pas en train de enfin c'est pas le Maroc, c'est pas, le Burkina Faso, c'est pas la Tchétchénie, tu vois? C'est quand même légitime, Mais quoi, est-ce que comme c'est ces investissement. contraintes parce que toi, tu as travaillé pendant Ouais, longtemps à envoyer des boîtes françaises aux US. ouais, ça a pas Est-ce du tout marché. Ça a pas du tout marché, mais est-ce Non. que c'est ces contraintes-là de dire que, Tu sais quand tu es pourquoi dans ça a pas marché? l'urgence bah non, dis-moi justement. Parce qu'on a pris justement ce profil dont je parlais là. Les top surdiplômés? Bah, voilà, des pas enfin, Non, mais bien top diplômés. école Ouais, quoi. bah, oui, quitte à prendre des gens, autant prendre des gens qui ont un cerveau bien fait. Ouais. Et quand on les a amenés dans la Silicon Valley, en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ces gens-là, c'est des saumons qui avaient déjà d'ailleurs là, j'ai une image devant moi là avec cette rivière qui remonte, vers les montagnes Ouais. quoi, en Où fait, il y a tu des vois? saumons aussi, mais on les voit De pas. doit y avoir On des les voit saumons, pas, mais on les voit pas. voilà, mais en fait, ces gens-là, c'est des saumons qui ont déjà remonté le courant en France et c'est hyper dur, hein, ce qu'ils ont fait, hein. La prépa, les grandes écoles et cetera et cetera et donc ils ont leur diplôme, donc quelque part, ils sont arrivés, ils se sont pas fait bouffer par l'ours, hein, sur le chemin, et puis ils arrivent à destination et donc là, ils vont pouvoir, procréer quoi, tu vois? Pondre leurs Ouais. œufs et cetera et cetera. Et moi, je me suis rendu compte que ce qu'on a fait avec The Refiners, qui était cet accélérateur, c'est qu'on prenait ces saumons qui avaient remonté la rivière, on les amenait à San Francisco, on leur disait: «Bah, vas-y, remonte à nouveau». Et c'était dur. Bah, c'est-à-dire, ils ont dit: «Mais attends, mais» et alors, en plus, la rivière est il y a encore plus de courant, le débit est encore plus fort et les ours, il y en a 10 fois plus qu'en France. Et les mecs, les mecs et les filles, hein, dès que ça devenait trop difficile, bah, je rentre en France parce que là-bas, ma place, elle est, tu vois? Ouais. Déjà, par exemple, polytechnicien, bah, ça veut dire quelque chose en France. Tu dis aux États-Unis: «Je suis polytechnicien», pour lui, c'est à peu près, il comprend pas Polytechnique, pour lui, c'est comme un DUT, quoi. OK. Ah carrément? Oui, parce que c'est ce que ça veut dire en tu vois? Tu vois? Donc tu as absolument aucune reconnaissance du groupe social Ouais. et donc bah, c'est difficile et ils se disent: «Non mais attends, je vais pas le refaire, je l'ai déjà fait ou alors c'est trop dur» et cetera et Ouais. cetera. Donc non, c'était pas du tout une bonne thèse, en Et fait. donc si tu aujourd'hui, tu devais refaire la même chose, Bah, je le referais pas. tu le referais pas? Mais même pas du tout? C'est-à-dire que au lieu de tu vois, tu as donné des grilles de lecture sur comment tu recrutais ces personnes-là ou en Mmh, tout cas, tu les faisais venir dans ton programme. ouais. Aujourd'hui, tu vois, Bah, mes grilles de lecture sont complètement ouais, différentes. c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en parle et parce qu'on est aussi dans le milieu, tous Mmh. les 2. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, un VC Mmh. qui fait vraiment de l'accompagnement, c'est-à-dire il essaye d'apporter concrètement quelque chose en board ou et cetera? Ou alors en fait, c'est vraiment, du stock picking, tu mises sur le bon cheval et tu pries pour que ce cheval-là, il passe la ligne d'arrivée en premier. Non, mais moi, je crois pas du tout à cette histoire de, smart money, là. Tu OK. vois, les gens, Avec mon des argent operators partout? ouais, mon argent, il est plus intelligent que l'argent du voisin, quoi, tu vois? Heu, alors c'est peut-être vrai pour certains fonds aux États-Unis, qui effectivement, sont comme des, écuries de Formule 1 où on te demande de conduire la voiture et tu arrêtes au stand et on te change les pneus et tout ça et toi, on te dit: «Tu t'occupes de rien, toi, tu pilotes l'engin et nous, on s'occupe du reste». Il y a pas de fonds structurés comme ça en France, hein. Il y en a pas. Même Ça, si c'est dû à quoi du coup? Est-ce que tu bah, parles parce que des les mecs, ils capitaux? gèrent C'est des juste ils gèrent milliards. milliards? Bah, ouais, ils gèrent des milliards et des milliards et donc ils ont, par leur management fees, des capacités pour mettre en place des structures comme celle-là, que ce soit Andreessen, par exemple, Sequoia, des gens comme ça, que nous, on n'a pas, qu'on n'a pas en France. Ouais. Donc déjà, ça c'est mais je vais y revenir là-dessus parce que j'ai une vision aussi, une définition de du rôle du VC et de qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais entrepreneur, comme dans le sketch, des Inconnus, il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Mais, avant ça, je dis que je referai pas cette thèse. Je veux juste revenir là-dessus. C'est parce qu'en fait, rétrospectivement, heu, il y avait des gens qui étaient sur un perchoir à la piscine, qui était un perchoir plutôt, haut et je me dis que ce que j'ai fait, c'est que je les ai poussés OK. pour qu'ils plongent et ça, c'est une connerie.
parce que quand quelqu'un a peur et en haut du perchoir et se pose la question, moi j'ai souvent des gens qui me disent: «Est-ce que je devrais aller à San Francisco avec ma start-up et cetera, nanana, nanana?» Et je leur dis: «Si tu te poses la question, c'est que tu C'est es pas pas bon? prêt. OK. C'est que tu es pas prêt». Et donc moi, je ne veux plus pousser des gens du haut du perchoir parce qu'en plus, ce que je sais, c'est que la hauteur, peut être, comment dire? Fatale. Ouais C'est pas un et dur, plongeon, on plonge pas de 2 mètres quoi, tu ouais. vois? Et que l'eau est très froide. Et donc, tu vois? Donc ça, je le referai plus. Donc aujourd'hui, avec mon deuxième fonds, Diaspora Ventures, je n'investis que sur des Français ou des Européens qui sont dans la Silicon Valley déjà depuis Établi. minimum 5 ans. OK. Mais c'est Donc une voilà. grosse tendance de fond parce que j'ai vu récemment que Founders Future Ouais, avait ouvert une très bien ce succursale qu'il fait, ouais. là-bas, Ouais, Exa aussi, ouais, une ouais. succursale entre guillemets. Exa, c'est plus effectivement une sorte de bassin privé, Ouais, c'est ça. tu vois? Pour justement, Pour exporter leurs entrepreneurs. voilà, et qu'ils aient un point de chute sur place, et c'est très smart également, et ce que fait, Amaury, Thibaut et Quentin là-dessus. Marc, il a une vraie démarche américaine. Il veut investir aussi dans des Américains. Il Ouais. n'investit pas, seulement, voilà. Et son Marc Ménassé, hein, et sa thèse, en tout cas si je l'ai bien comprise, c'est de dire, et c'est très smart aussi, quand les Américains ont fini, de prendre leur marché organique, c'est-à-dire celui des États-Unis, ils vont généralement, en Europe, c'est leur premier marché. Ils connaissent pas du tout tu vois? Il fait l'inverse. OK. Et donc moi, en tant que partenaire chez eux, parce que je suis Ah rentré OK. chez eux tôt, je Je vais savais pas. pouvoir les aider à exporter leur offre et leurs produits, sur le marché européen. Alors, à l'heure de la souveraineté et de Trump, c'est quand même couillu comme thèse, hein. Ouais. Mais, en tout cas, elle se C'est défend. vrai que c'est une vision que j'avais pas parce que tu vois, nous, enfin, étant français, on Mmh. me dit toujours: «Allez aux US Mmh. et lancez-vous aux US». Mmh. On a moins ce prise de «venez en France». Parce qu'en fait, le problème du marché européen, c'est qu'il est pas enfin, il y a des langues différentes. Donc à chaque fois que Ouais. tu as des sales, c'est Alors les compliqué de les Américains. attaquer entre les Espagnols, la Mmh. France, l'Allemagne. Mmh. Donc à chaque fois, tu dois structurer quand même ton go to market dans le sens inverse, peut-être un peu plus difficilement. Les Américains, d'abord, ils ne viennent pas en France, rarement. Parce que pour eux, il y a une barrière de la langue, donc ils préfèrent généralement s'installer à Londres, Ouais, où ils n'ont pas la barrière de cette langue. Ils ont aussi une barrière culturelle qui est moins forte. Les Anglais, sont culturellement plus orientés, vers les États-Unis, ouais, donc ils parlent non seulement le même langage, mais ils ont aussi, une culture économique et business, plus proche. Et puis en plus, les Américains, considèrent la France comme une sorte de pays, sauvage, notamment sur le droit du travail, qui est incompréhensible pour eux et limite dangereux. Heu, pour pas dire pour certains un pays socialiste, hein, ouais. pour eux en tout cas dans leur imaginaire, et en cela, ils n'ont pas vraiment tort. OK? OK. Donc ils viennent Est-ce que c'est ce rarement. que tu penses aussi? Est-ce que tu as observé? Bien sûr, hein, il y a en France un fonds, collectiviste, et socialiste, enfin, vous vous en rendez même plus compte parce que vous vivez dedans depuis 40 ans et qu'on le sent plus. Mais, vu de l'extérieur, et moi ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis, chaque fois que je rentre, c'est assez impressionnant, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça s'arrange depuis 40 ans. De toute OK. façon, il y a qu'à regarder l'offre politique, hein. Aujourd'hui, tu ouvres les programmes politiques et tu regardes les programmes économiques, il y a pas un programme libéral aujourd'hui qui Ouais. est proposé, ni à gauche, ni à droite. Voilà. Le seul programme libéral à peu près que j'ai pu lire, c'est chez, Sarah Knafo. Ça Alors quand tu rajoutes, tout le reste, tu te dis, «OK, le programme libéral est intéressant, mais alors le reste, tu vois, c'est quand même assez, ça fout un peu les boules, quoi», tu vois? Et Donc non, il y a pas aujourd'hui de candidat avec un programme vraiment libéral. Maintenant, j'en reviens à l'histoire de tes des VC opérateurs, un et des petit autres peu, tout opérateurs ça, operating partner. et de tes et des entrepreneurs. Les entrepreneurs, heu, enfin moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, tu as des bons entrepreneurs et tu as des mauvais entrepreneurs. Mais non, C'est mais c'est dingue. En fait, les bons entrepreneurs, bah, ils sont tellement bons, qu'ils ont pas besoin de early stage, hein. Je ouais. parle très early stage. Bah, en fait, ils ont pas besoin de toi parce qu'ils sont bons. Ils Donc peuvent ils sont avoir ou s'ils sont vraiment bons, ils ouais, peuvent quand même te solliciter pour pour des choses très target, tu voilà, vois? qui Une va te petite prendre 5 intro et minutes. cetera, qui va prendre 5 minutes, voilà. Oui,
mais qui n'est pas vraiment un vrai rôle d'opérateur comme on en parle maintenant là. Mais très honnêtement, les bons, ils viennent, ils me disent: «Tu es connecté à, Pierre Entremont, je veux lui parler de ça. Tiens, voilà le message à lui envoyer, ne change pas Ah, une virgule», tu vois? Et quand il t'a répondu, dis-le-moi. OK. Et c'est ça un bon Ouais. entrepreneur. Et donc ça me prend à peu près 5 minutes. Donc les VC qui disent: «Ouais, tu comprends, j'ouvre mon carnet d'adresses, machin, ta, ta, ta». Arrête tes conneries quoi, en fait, quoi. Tu Ouais. vois, il y a cette vidéo là où tu vois ce mec qui fait semblant d'arrêter le métro là, tu vois? Et d'ouvrir les Ah oui, portes. ouais, Tu l'as je la vu ce vois mème celle-là. là, Oui, machin oui, et tout oui, ça? c'est ça. Mais c'est tellement vrai. La plupart, sincèrement, early stage, hein, Ouais, très, ouais, bien très sûr. early stage. C'est pas la même chose pour les OCG de financement, c'est autre Ouais, chose. b après, late stage, là, j'aurais un autre C'est regard pas le même métier en réalité. parce qu'il y a beaucoup plus de finances, il y a beaucoup plus, tu mets en place des processus, de la rationalisation, tu aides énormément aussi à l'exit et des choses comme ça. C'est très, très différent. Mais je parle là encore une fois du super early stage. Ouais. La vérité super early stage, c'est que les bons entrepreneurs n'ont pas besoin de toi et que les mauvais entrepreneurs ont énormément besoin de toi, mais comme ils sont mauvais, ils écoutent rien ou ne comprennent rien à ce que tu leur dis. OK. Donc dans les 2 cas, tu sers pas à grand chose. Et moi, les VC qui commencent à se glorifier en disant: «Ouais, tu comprends, moi j'ai fait des investissements, j'ai vachement aidé l'entrepreneur, machin, nanana». Ah, Tu es pas ça m d'accord. bah, non, mais ça me fait Oui, rigoler, ouais, quoi. je Tu comprends. vois? Ça me fait rigoler parce que, pour, savoir, d'abord pour connaître un petit peu leur agenda et regarder comment est-ce qu'ils travaillent, c'est de la connerie. Ouais. Heu, Moi, j'ai souvent eu le sentiment quand j'ai fait ce boulot-là d'être, tu vois l'image du directeur sportif pendant le Tour de France dans sa bagnole? Ah, qui encourage les coureurs dans sa voiture avec la clim? Toi, tu as la clim, tu as la musique, tu es avec des potes dans la bagnole, le mec est en train de monter le mont Ventoux sur un tout petit vélo. Tu arrives à sa hauteur, tu baisses la fenêtre et tu lui dis, «Vas-y Coco, c'est génial, encore un petit peu, encore un effort, tu y es presque, mais fais gaffe quand même parce que la concurrence est à 2 minutes, machin nanana». Et puis, tu lui tends un balisto, quoi. Ouais, je comprends. Parce que tu lui as filé un balisto, au mieux une banane, quoi, tu vois? Et ce qui est dingue, c'est que le mec gagne Et c'est et ta victoire? et quand il gagne, alors tu as effectivement les connards qui disent que c'est grâce à lui, Ouais. tu vois? Mais même l'entrepreneur, certaines fois, il dit: je n'y serais pas arrivé sans mon directeur sportif». Ouais. Et Et ça, tu penses que c'est pas vrai? on a peut-être un rôle d'encouragement. Heu, De support à ouais, l'entrepreneur? c'est-à-dire que moi, j'aime bien quand les entrepreneurs dans lesquels j'ai investi m'appellent quand ça va mal. Ouais. Et là, tu peux véritablement les aider, tu peux les réconforter, tu peux les écouter. Tu peux partager certaines expériences Ouais. parce que peut-être qu'ils sont confrontés à ce truc-là. Par exemple, une mésentente entre associés, moi j'en ai vécu. Ouais. Donc, mais en même temps, je crois que c'est Victor Hugo disait, «L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte». Ouais. Donc, est-ce que ton expérience est utile? Mais tu penses pas que l'entrepreneur, surtout en early stage, souvent il est très seul? Il a juste besoin Enfin, de la ouais, confirmation, tu vois? En OK. fait, il sait déjà ce qu'il va faire, mais il a besoin de l'entendre de quelqu'un, tu Ouais. vois? Est-ce que tu es pas Alors, appelé des fois sur ça en mode: «Bon, bah, je vais faire ça, je vais faire ça». Tu sais qu'il va le faire, mais il mmh, a juste besoin que tu lui dises: «Oui, fais-le». le bon entrepreneur, ne souffre pas de la solitude. OK. C'est pas un problème. Quand j'entends un entrepreneur dire: «Être entrepreneur, c'est être très isolé et se sentir très seul», c'est que tu es pas un entrepreneur. Pourquoi? Parce que, hem et je crois que Pierre expli tu parlais de Pierre Entremont, il explique ça très bien et c'est quelque chose que je dis aussi depuis des années. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, dans le profil qui ne se reconnaît pas dans le groupe social. Ouais, c'est ça et il prend souvent l'image d'un Un groupe mou de moutons. Ouais, bah, voilà. Notre société, on est tous des moutons, enfin, on vit tous dans un troupeau. Pourquoi est-ce qu'on vit dans un troupeau? Pour une raison assez simple, c'est que quand on croise un loup et que le troupeau compte 100 moutons, tu as une chance sur 100 de te faire bouffer. L'entrepreneur, c'est quelqu'un et c'est pour ça d'ailleurs que lui parle de neurodivergence, c'est encore plus vrai chez les neurodivergents, heu, ne trouve pas sa place dans ce groupe social. Heu, Prenons l'image d'un mouton noir. Le groupe social d'ailleurs ne l'accepte pas Ouais. véritablement et donc ne trouvant pas sa place dans le groupe social, il s'éloigne du troupeau. Le troupeau d'ailleurs lui dira, «Reviens, reviens»
parce que tu vas te faire bouffer par un loup, et il est obligé de s'éloigner du troupeau. Donc, quand j'entends des entrepreneurs me dire qu'ils souffrent de la solitude, sincèrement, c'est des moutons blancs déguisés avec une doudoune noire. Ouais, Tu OK. vois? C'est pas des vrais moutons noirs. Lui, il s'en va du troupeau parce qu'il est malheureux dans ce troupeau-là et qu'il n'a pas cette reconnaissance du troupeau. En s'écartant du troupeau, effectivement, il prend un risque énorme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de défections d'entrepreneurs. Ouais. Parce que C'est la mort du mais mouton égaré. il a 9 chances sur 10 de croiser un Un loup. loup ou de tomber de la falaise. Et exactement, ou de tomber de la falaise, et donc de mourir. Mais comme dit Pierre, quelquefois, à de rares occasions, il tombe sur un trésor. Ouais. Parce que c'est en explorant qu'on peut trouver des trésors. Ouais. Et quand il tombe sur ce trésor-là, c'est là pour ça qu'on devrait avoir énormément de gratitude et de reconnaissance pour les entrepreneurs. Il ramène ce trésor dans le troupeau. Et le troupeau commence à l'accepter et a une forme aussi de gratitude, quelquefois, pour ça. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, ouais. Quand on regarde Elon Musk, par exemple. Et Elon Musk est un très bon exemple de ça. C'est un mec qui, pour des raisons personnelles, voire même de neurodivergence, puisqu'il a été diagnostiqué Asperger, s'est éloigné du troupeau, et parce qu'il n'avait pas cette reconnaissance. Et il a dit: je vais fabriquer une fusée, aller sur Mars et revenir. Ouais. Tu vois à peu près ouais, le délire. C'est assez fou et ça change globalement, je pense, une bonne partie de notre industrie, pour le coup. Mmh. Parce qu'en fait, là, on est en train de parler de psychologie, d'humain, Mmh. de quelque chose qui dépasse en quelque sorte le pitch deck qu'on peut voir, quand on pitch et qu'on veut lever un seed à 2-3 millions. Mais tu Toi, sais, la enfin, question qui est ouais, posée aujourd'hui dans la Silicon Valley depuis plusieurs années: je la connais pas. quelle est la relation avec ton père? OK. Parce que les mecs sont drivés par de la data, ils ont fait des stats et ils ont découvert que la plupart des entrepreneurs successful dans le profil d'entrepreneur dont on parle dans la Silicon Valley, qui est très particulier, correspond pas, ce sont des gens qui font de la tech, de la tech plutôt à haut niveau, et qui créent des startups qui doivent valoir plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est Ouais. ça l'objectif. Donc tout ne correspond pas. C'est en fait même d'ailleurs une toute petite fraction de ce qu'on peut créer avec de la technologie Ouais. et du type de startup. Mais pour ce type de startup là, il y avait souvent une relation conflictuelle au père. Et donc, c'est une question qui est souvent posée, tu vois? À savoir quelle était alors bon, Musk, elle est énorme. C'est des questions et toi maintenant, tu investis encore, il me semble, dans quelques Plus startups? trop en ce Plus moment. trop en ce moment? OK. Non, parce que c'est la folie, parce que je suis aussi très concentré sur Silicon Carnet, Ouais. sur l'idée de fabriquer un média, et que Donc tu as fermé un peu les vannes? ouais, et puis aussi parce que je pense que moi, je suis pas assez intelligent pour faire plusieurs trucs à la fois. OK. J'ai essayé, hein, et ça s'est pas bien passé. Est-ce que c'est pas le propre de l'homme de faire, de se concentrer? Parce qu'on dit souvent Je sais pour qu'un pas. projet arrive vraiment à terme, Non, tu te regarde, focuses sur quelque chose, un quoi. pote à moi, Thibaut Elzière, par exemple, Ouais. putain, il a 12 000 projets. Il s'est peut-être bien délégué aussi. Oui, il délègue tout, Ouais. mais non, il est juste super smart, et voilà, et je pense que je n'ai pas cette capacité, à être bon sur plusieurs sujets. Ouais. Donc j'essaye de comprendre, quel est le sujet qui, m'anime intellectuellement le plus et me rend le plus heureux, et de me concentrer sur ce truc-là. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu Mmh. avec ton média. Ouais. C'est assez fou parce C'est assez que nouveau pour moi, ouais. quand j'écoute, tout ce que ton parcours et que j'ai cherché pour me préparer, pour te recevoir aujourd'hui et que j'ai vu tout ça et qu'en fait j'ai vu même peut-être même pas, c'est peut-être la partie la plus visible, Mmh. mais peut-être pas forcément celle qui t'a le structuré le plus Mmh. personnellement en tant qu'homme. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de médias et on parle que les gens passent un temps infini sur leur téléphone Mmh. et consomment du contenu, court, dynamique, rapide et cetera. Ouais. Je regarde un peu ce que tu postes. Aujourd'hui, comment tu définirais, je dirais, ce que tu mènes, Silicon Carnet et quelle est en fait vraiment la vision derrière tout ça? Mmh. Et pourquoi tu le fais quoi, en fait, en quelque sorte? Ce que j'essaye de faire avec Silicon Carnet, c'est que
La technologie, la question de la technologie, bon, pas la technologie en elle-même, est pour moi un sujet qui me passionne, qui n'était pas un sujet naturel puisque comme tu l'as dit, j'étais un littéraire et que je trouve que cette question-là est traitée de façon, justement, très technologique alors que, c'est un sujet éminemment politique, et sociétal. La technologie, elle est partout et elle dicte, tu vois, notre vie, le futur, voilà. Et je trouve que le sujet en France était traité de façon très technique et surtout de façon très chiante. Ouais. Et donc Ce qu'il est un peu moins aux US parce que oui, il est un peu moins aux US. je trouve parce que pour te Mmh. donner un parallèle, Mmh. ma tante est américaine Mmh. et je parlais un petit peu avec elle et j'étais assez bluffé. Par Bon, son elle habite dans niveau. la Silicon Valley, donc on Elle va me vit à dire: «Oui, Berkeley. c'est pas, à l'échelle d'un Américain», mais force est de constater qu'elle a Non, pas mais non la plus 30 culture est ans et ouais. qu'elle connaît quand même pas mal de choses. Mmh. C'est elle qui m'a parlé de Joby Aviation, que Mmh. tu connais Ouais. peut-être. Elle m'a parlé aussi d'Archer, elle me Mmh. parlait d'Aurora Mmh. et je me suis dit: «Mais attends, mais ma tante, elle a plus d'une soixantaine d'années, elle me parle de ça» et je me dis: «Mais les gens sont quand même un peu plus informés qu'en France» Tu parles de gens qui sont dans la et qui Bay sont Area. ouais, c'est ça. Donc moi, quand je vais chez le coiffeur, il me pose la question: «Est-ce que j'ai migré sur Gemini? Ouais, Est-ce que je suis toujours sur ChatGPT?» Quand je vais chez le coiffeur à Paris, on me pose rarement cette question-là. ouais Donc il y a une culture locale qui fait aussi que la question, heu, et la un ques peu différente, ouais, ouais. mais de façon générale, tu as raison. Je pense que, les Américains ont une curiosité pour la chose et un optimisme en tout cas, hem, alors ça tend à baisser, mais, disons pour eux, la technologie est synonyme de progrès potentiel et d'opportunité. Donc ils l'accueillent de façon moi, je suis très frappé en France par, s un mouvement presque néoluddite quoi, tu vois? Anti-AI, anti-tech, tout ça, climato, Ouais. délirant, machin, ta. Ça, on Mais le vit moins aux US. ça vient pas du financement de l'économie. Tu parlais en tout premier lieu des hedge Mmh. funds et j'ai l'impression qu'en fait, aux US, Mmh. étant en fait drivé par le fait que, bah, tu as un système qui est différent où en fait, tu es quand même un peu responsable et tu dois t'assumer Mmh. tout seul pour payer Bah, tes frais de et santé, ta pour payer retraite. ta retraite Ouais. et donc en fait, by design, Mmh. tu es obligé Mmh. d'être au courant de ce qui se fait de mieux, Oui, puis c'est ta soit pour retraite. placer, pour comprendre, Mmh. pour avoir une retraite. Ah bah, Or, eux, en France, en fait, c'est pas du tout ça. En fait, on te pousse pas à essayer d'en apprendre davantage puisqu'en fait, bah, tu on en a quelque des ré sorte quelque chose mais de garanti. mais parce qu'en France, on a déresponsabilisé les gens. On leur a dit que la retraite, c'était un droit et on les a fait cotiser, comme des, acharnés. Donc je comprends aussi qu'ils y tiennent parce qu'ils ont cotisé toute leur vie, avec, un taux de cotisation qui, n'est pas neutre. Donc voilà, mais ça a eu un phénomène de déresponsabilisation énorme, tu as raison. Aux États-Unis, si Nvidia se casse la gueule, c'est pas un problème que pour des investisseurs tech. C'est un problème pour l'américain moyen. Parce que c'est son investissement, son 401(k), heu, il le met justement sur, le S&P 500 Ouais, et que, si le S&P 500 se casse la gueule, il pourra pas envoyer ses gamins à l'université, il pourra pas finir de rembourser son hypothèque, et sa maison, il aura pas à bouffer à la retraite et ouais, cetera. Les Américains ont compris depuis bien plus longtemps et ça c'est un truc, alors c'est en train de changer parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, comme Mounir par ouais, exemple de Finari, ou les gens de chez Trade Republic ou mon copain Éric Larchevêque, hein, expliquer ça aux Français, mais putain, la pente est longue et haute, hein, ouais, tu vois? Les Américains ont compris que le capital rémunérait plus que le travail. ouais, bien Ça, sûr ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. En France, on considère que c'est le travail qui te rémunère et qui et te c'est pour rend ça qu'on ouais, est dans la merde aujourd'hui. Parce que le travail, heu, on se rend compte que, il ne rémunère pas tant que ça, que les acquis, sont fragiles, que que comme on est un État qui est très providence, il faut redistribuer. Donc, il y a un niveau de cotisation qui est très et de taxation qui est très élevé
Et donc, et en plus, aujourd'hui, l'intelligence artificielle remet en cause la nature ou voire même l'intérêt du travail. Ouais, Donc, de cette force de travail. alors pour toute une classe politique qui a fabriqué son discours et son électorat sur la valeur travail, C'est à compliqué. droite comme à gauche, hein, pour des raisons bien avec sûr. des discours différents, bah, tu comprends bien qu'il y a un problème, quoi, tu vois? Ouais, il y a un décalage. Il y a un décalage. Non, c'est clair. Et tu parlais du média parce qu'au début, on parlait de ça. Mmh. Silicon Carnet, aujourd'hui, et tu as sorti une vidéo Mmh. où tu expliquais parce que tu as une petite équipe quand même maintenant Ouais, qui on n'est pas tous full time. Moi, je suis Ouais. full time. Baptiste, qui est mon producteur-monteur, doit être, presque full Ouais. time, dans 3/4 temps, je pense, hein. Mais c'est une équipe, j'ai un autre monteur, pour tout ce qui est short et cetera. Ouais. J'ai un qui n'est pas full time. Ouais. J'ai, Jean, qui fait toutes les mignards, qui est un peu le graphiste, et j'ai ma fille qui m'aide, qui en OK. plus de ses études, qui, s'occupe de toute la partie social media, D'accord. les posts sur les social media et tout OK. ça. Donc c'est une petite équipe, et on a rajouté des agents IA, qui, nous ont multipliés, quoi, quelque part. Ouais. Mais c'est une toute petite équipe, hein, mais ouais. Et comment t'es monté justement, si on devait, voir un petit peu, et constater où tu en es maintenant? Mmh. Maintenant ça prend beaucoup de ton temps, j'imagine? Tout Et mon temps. quasiment tout ton temps. Ouais. C'est quoi le but ultime? Tu as commencé à donner des C'est petites quoi le raisons but? ultimes, mais c'est quoi le but ultime? En fait, est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que pour démocratiser, comme tu me disais, l'accès à l'information, permettre aux gens de se faire sa propre opinion sur des sujets qui sont parfois difficiles? Hem, ou alors, c'est je suis complètement à côté de la plaque et en fait, c'est tu vises autre chose que ça? Alors, d'abord, je le fais parce que je peux le faire, et que donc, j'ai cette opportunité et cette liberté, heu, de le faire, et qu'il y a aussi une opportunité aujourd'hui d'aller disrupter les médias traditionnels. Moi, dès que tu peux aller disrupter un truc, hein, Tu vas, tu dès que je cours. peux break things, bah, en fait, Ouais. voilà. Donc ça me fait marrer, d'aller, de penser que certaines de mes émissions, font des audiences bien supérieures à BFM Business, par exemple, qui essaye de parler de technologie. OK. Ça me fait marrer. Ça, OK. c'est mon kiff, machin, nanana, et je pense que je dis quelque chose, et je le fais Tu dois payer quand tu passes sur BFM Business? j'en sais rien. Enfin, Ouais. moi, j'ai jamais payé Non, pour aller mais sur je sais BFM pas sur, Business. je me Mais demandais c'est s'ils avaient possible, une, mais c'est possible. Peut-être, mais peut-être pas, ouais. peut-être pas partout, peut-être pas dans toutes les émissions. Mais, donc ça c'est un kiff, et en plus, j'aime faire ça, et les gens me disent que c'est bien, donc, je continue à le faire, et voilà. Donc, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, sur ce sujet de la tech, et de façon générale, je trouve qu'en France, quand on regarde, ces médias alternatifs, il y a, 2 types de médias. Il y a des médias que je qualifierais, de, captivants, OK. et d'autres médias que je qualifierais d'intéressants. 2 exemples: Guillaume Play, légende, c'est captivant. Mais quand j'ai fini un épisode de Guillaume Play, je suis pas plus intelligent que quand je l'ai commencé. Je comprends. Je dis pas que je suis plus con, mais, voilà, mais ça m'a J'espère pas pas en tout cas, mais parce ça que m'a sinon pas ça rendrait beaucoup de gens, un peu cons. ouais, et oui, parce que c'est le numéro 1, donc, voilà, heu, mais c'est pas voilà, c'est pas le podcast le plus, intelligent, qui existe, sur dans Sur l'offre, cette quoi, terre et sur dans cette terre. l'offre. De l'autre côté, tu as un podcast comme Thinkerview que j'adore, OK? Qui est très intéressant, mais qui est chiant au possible. C'est pas du tout captivant, OK? J'essaye de faire un média sur des sujets de tech, société, politique. Mon exemple à moi, mon modèle, c'est Wired aux États-Unis, qui a pris cet angle. C'était été le premier média Ouais. qui a pris l'angle tech, société, politique, quoi, tu vois? OK. J'essaye de faire un média vidéo sur la tech, la société, la politique, qui soit captivant et intéressant. Ouais, parce que c'est dur de mêler les 2 parce que, Et c'est très dur. moi j'ai quelqu'un que j'aime bien aussi qui est de ma génération, Mmh. Micode, que tu connais Bah, très sûrement. bien, Voilà, Mickaël, je suis et grand fan. voilà, et je trouve que les émissions sont hyper bon, déjà c'est hyper bien produit, C'est super les bien fait. sujets, sont hyper intéressants. Il a une vraie équipe, Voilà, c'est ça. et puis c'est une machine. Mais quand tu regardes des fois les commentaires, Mmh. tu as des spécialistes qui te disent:
Ah non, ça c'est pas vrai, ça Voilà, c'est machin. Et donc en fait, de ça, on peut en parler des commentaires. Ouais, mais t'as une difficulté en fait quand même à essayer de faire quelque chose, démystifier quelque chose qui est purement technologique, très complexe, et l'amener enfin, sans supprimer vraiment l'intellect lié à une technologie, à quelque chose, pour le démocratiser. C'est dur ça. Les 12 cons dans les commentaires qui soit parlent sans savoir, ok, sont des concurrents ou pas? Ça peut être ça peut l'être, ça hein. peut être des concurrents. Je l'ai pas eu encore. Je non, touche mais du moi, bois, je suis encore trop petit. non, mais moi j'en ai sur Silicon Carnet. Je sais très bien qui Ah c'est. ouais? Hein. OK. Ils sont cachés derrière des pseudos. Je sais pas exactement qui c'est, mais je devine, rien qu'en les lisant, qui ils sont. Plus des gens qui sont aigris parce qu'ils auraient voulu être à la place de celui qui est là, quoi. Donc en gros, 90% des commentaires négatifs n'ont absolument aucune espèce d'importance. Pour toi? Mais non, ça ne sert à rien. Rien. Ça ne sert à rien. Et justement, tu te rappelles ou pas? Parce que moi, alors, je te le dis, et ça se trouve, avec cet épisode-là, je vais avoir mon premier commentaire négatif. Ouais, certainement. Mais est-ce que tu te rappelles, sincèrement, la première fois où tu en as eu un de négatif? Non. Même pas. Mais dire que ça te fait pas du mal, si, ça te fait du mal. Bien sûr que si, que ça fait mal. C'est ton travail, en fait, derrière. Bah, c'est ton travail. Et je crois que c'est Alexandre Dumas fils qui disait les opinions, c'est comme des clous, il faut pas taper dessus, tu fais que les enfoncer, quoi, en fait, quoi, tu vois. En fait, ça ne sert strictement à rien. Tous les gens qui m'ont été utiles, qui m'ont donné un feedback utile, à 100%, quand je regarde rétrospectivement, ce sont tous des gens bienveillants. OK. D'abord, tu ne dis pas à quelqu'un quelque chose de négatif s'il ne te l'a pas demandé. C'est la règle numéro 1. Est-ce que toi, tu fais ce genre de commentaires sur les vidéos? Non. Jamais. Mais parce que je me sens pas, en fait, déjà, si j'aime pas, bah, je sweep de contenu, je regarde même pas. Le pire que je vais faire, c'est mettre un femme d'âme. Voilà. Même moi, je le fais pas parce que je sais Mais pas, vraiment, c'est que là, vraiment, je suis tombé sur un truc absolument c'est vrai. horrible. Mais j'ai tellement peur. Enfin, en fait, je me mets à sa place, produisant quelque chose qui est perfectible, hein, je le reconnais. Je me dis: «Non, mais je peux». Il y a quelqu'un qui a travaillé pour faire ce truc-là, qui a mis du cœur, ou en tout cas qui y pense, et je peux pas. Jamais, voilà, effectivement. Donc, l'écrire de façon publique, avec haine, prendre 1 heure, quelquefois, parce que des fois, on reçoit des tartines, des tartines, quoi. Tu vois, de ton temps pour dire cette chose-là, entre un VPN et certainement une vidéo Pornhub, parce que la majorité de ces mecs-là, ce sont des mecs, hein, c'est généralement pas des filles, sont certainement en slip dans le sous-sol chez leurs parents, tu vois, entre une partie de League of Legends et une vidéo de porno, en fait. Et ils ont passé 3 minutes sur ta vidéo et ils te foutent une commentaire de merde. Moi, je me les représente toujours comme ça. Et donc, je me dis... Ça t'aide à te passer à côté. Je me dis, mais je vais pas passer du temps avec des gens comme ça, quoi. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Donc, d'ailleurs, je leur dis... tu réponds? Bah, je réponds. OK. Mais merci ChatGPT. Ouais, c'est ça. Parce que il y a des virgules bien placées, des mais tirets. Ne croyez pas que je prends une seule, tu vois, un temps pas possible pour vous répondre. Quand ces commentaires-là existent, direction ChatGPT, je donne une instruction à ChatGPT, je fais un copier-coller et je leur balance dans la gueule. Non, mais sincèrement, je pense que non, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et même, je les remercie parce que les commentaires font monter ton ranking. C'est ça. C'est super. Ça t'augmente les stats et ton algorithme. Voilà. Carlos, on est bientôt à la fin de l'épisode. Déjà, parce que ça fait un peu plus d'1 heure déjà. Mais c'était très... En fait, j'ai vécu, je vais te le dire, j'ai vécu l'épisode par moments comme si je le regardais. Que tu étais dans Silicon Carnet. Non, mais comme si je regardais Silicon Carnet chez moi, tu vois. Et il y a des moments où j'étais hyper laissé parler parce que j'étais même envoûté par ce que tu disais. Donc on verra ce que ça donnera. Je mais sais pas du tout en tout cas, j'écoutais, j'étais passionné par ce que tu racontais, et aussi parce que c'est pas tous les jours que je peux te recevoir. Donc c'était un grand honneur. Mais avant ça, parce que je le fais tout le temps, Carlos, et parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, non, mais on est au studio de la fin. On est au studio Cocon, là. Ouais, le Cocon. Voilà, c'est ça. Le Cocon, donc ils sont super cool. Voilà. C'est vrai. Ils vont être OK si on... Allez, on dépasse d'une minute. Voilà, d'une minute ou deux. OK.
Et là, Carlos, je le fais tout le temps. En fait, je vais te donner le mot de la fin. Mmh. Et en fait, le mot de la fin, je t'ai posé des questions, même si tu as hyper bien répondu à tout, dans le détail, en tout Ouais, cas. c'est En pas tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était des j'ai bonnes répondu réponses. sincèrement. Et tu m'as répondu sincèrement, ouais, il n'y avait pas de bullshit. Donc ça, Non. déjà, je te remercie. Et je savais qu'en te faisant venir, de toute façon, il n'y en aurait pas. Non. Et donc, ce que je vais te dire, c'est, est-ce que si tu avais quelque chose à dire à toutes les personnes qui seront et qui auront fait l'effort d'écouter plus d'une heure de encore rendez-vous, jusque-là. voilà, jusque-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Merci. Ouais, Voilà quoi, c'est ce qui me vient vraiment, à l'esprit immédiatement, c'est ça, c'est merci parce que, on a quand même une chance, énorme. On a maintenant effectivement les moyens, de s'exprimer sans avoir à demander, l'autorisation. C'est pour ça que le nom du podcast d'Oussama sans permission, il est génial. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens, heu, ils se ils s'autorisent, les créateurs comme toi, tu ouais. viens de Dijon, tu connaissais personne, tu fais un podcast. Sincèrement, félicitations, bravo, je sais que tu es, entraîneur de basket, enfin, Arbitre de arbitre de basket. basket Ouais, pour, payer, ouais, ouais, le studio Le Cocon ouais. quoi, tu Ça, vois? c'est vrai, je l'ai jamais dit en plus, Ben hein. ouais, mais voilà, merci à ceux qui nous regardent parce qu'ils contribuent aussi Ouais, bien à sûr. faire, que tu continues aussi ce genre de choses-là et puis leur dire aussi que, ils p moi je regarde aussi, hein, beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, des choses Ouais, comme ça mais qui peuvent aussi, s'ils pensent ils ont des trucs à dire, se prendre lancer. aussi bah ouais, passer de l'autre Ouais, côté et dire des choses parce que moi je pense que, hem Heu, ça, c'est un truc sur lequel je suis en train d'essayer de passer le message. Hem, on parle beaucoup de passion, tu vois? ouais, Il faut être passionné, machin, tout ça et je trouve qu'il y a une dictature de la passion en ce moment et je pense que ce n'est pas rendre service aux gens parce que je pense que des vrais passionnés, c'est moins de 1 des gens. Des les gens gens. qui sont véritablement qui brûlent de quelque Habiter. chose, habités, des trucs comme ça. Et que je pense qu'on devrait, plutôt dire aux gens: «Qu'est-ce que tu sais faire?» Et là, il y a 99 des gens ou voire plus, Ouais, qui savent faire quelque chose. Et ce que tu fais là, c'est-à-dire, si tu sais faire quelque chose, dis-le. ouais, Prends la parole, explique, partage non pas seulement ta passion, mais ce que tu sais faire. Il y a mmh, beaucoup de vidéos sur internet, c'est des how to, c'est voilà, je ouais, vous explique comment je fais, j'en sais rien, un bœuf bourguignon, du ouais, tricot, n'importe quoi et c'est pas ouais, forcément une passion. bien sûr. Et ben, je pense, j'ose espérer que si les gens qui savent faire quelque chose ou qui ont une expérience, parce qu'en le faisant, tu acquiers une expérience et d'ailleurs au bout d'un moment même, peut-être que ça peut devenir une passion, prennent la peine de le partager, tu vois? Ce savoir, que le monde sera, un peu moins Meilleur, con, quoi. un peu moins con et meilleur. Ouais, Et bah, c'est sur ces belles paroles, voilà. Carlos, qu'on va finir cet épisode de Cyril Alvici. Merci Pierre. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps précieux, en tout cas. Excellent.